échangeait et il nous faisait parler, il nous disait mais là qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, ça a été quoi l'angle du journaliste, qu'est-ce qu'il a montré comme témoignage, qu'est-ce qu'il a pas pu montrer ou pas voulu montrer, qu'est-ce qu'il aurait pu faire mieux, quelle a été la structure du JT, quels ont été les sujets en premier, les sujets en dernier, comment ça a été organisé. On a fait, en plus je me souviens, on était en pleine guerre en Irak, putain je suis vieux. Vous êtes en train d'écouter une discussion du Le Cozy Lab, le format et le podcast où on discute avec le public et des invités incroyables sur une thématique donnée dans un cadre cosy et sympathique. Cette discussion a été organisée lors du Festival des médias indépendants organisé par le Ground Control en avril 2026. Bonne écoute et abonnez-vous. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Vous entendez bien, c'est bon? Très bien, parfait. Je suis Flavien, je suis le créateur de ce concept, le Cozy Lab. Vous êtes à bord du Cozy Lab, qui est un avion où on va discuter tous ensemble sur la thématique suivante, comment apprendre à s'informer. J'essaie de me souvenir de ce que j'ai écrit. Et on a une petite heure pour discuter tous ensemble. Le mot discussion est important dans ce que je viens de dire, c'est que même si on a de très beaux intervenants ici, il y a un très beau public qui allait faire la discussion. C'est vous qui êtes en charge de papoter avec le public, avec les intervenants. Moi, mon rôle, c'est de vous regarder, de sourire et de vous passer le micro. Il n'y a pas de... S'il y a des questions que vous voulez poser, dites-vous qu'il n'y a pas de questions bêtes, et s'il y a des questions bêtes, c'est moi qui les pose. Et s'il y a des remarques débiles, dans tous les cas, moi je ferai pire que vous. Donc voilà. Comment ça va se passer, c'est qu'ils vont se présenter. Et puis après, je vais passer parmi vous pour savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Et qu'est-ce que vous attendez dans la discussion. Comme je l'ai dit, moi mon but, ce n'est pas de parler. Et en fait, votre but à vous, c'est que je ne parle pas. C'est aussi un deuxième objectif. C'est que moi, après là, ce que je viens de faire, je ne fasse plus rien. Voilà. Ça va? Eh bien, parfait. Donc il y a les micros parce que c'est enregistré en podcast pour avoir un replay aussi pour ceux qui ont la flemme de prendre des notes et donc voilà. Eh bien on va commencer par les présentations. Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc présentation très rapide, moi je m'appelle Alban, j'ai une chaîne sur les réseaux sociaux qui s'appelle Alban Debunk. Et le principe de cette chaîne, c'est de décrypter les discours du Rassemblement national et de l'extrême droite en général. Je varie entre Bolloré, Bardellin, Sarah Knafo. Et j'ai commencé à faire du contenu régulier à partir de janvier. Et c'est vraiment très important pour moi de montrer la différence entre ce que peuvent dire les personnalités politiques d'extrême droite, la différence entre ce qu'ils disent, leur rhétorique et leur vote, et de montrer aussi leur stratégie pour 2027. Et c'est donc en ce sens que j'ai créé ma chaîne Alban Debunk. Eh bien bonjour, enchanté, ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Jean, je suis streamer sur la plateforme Twitch, où je suis depuis plus de 10 ans maintenant, et je fais de la vulgarisation d'actualité politique, c'est-à-dire que j'explique comment fonctionne la politique à un public assez éloigné du jargon et du fonctionnement, notamment des institutions, des partis politiques, des trucs comme ça. Et donc voilà, c'est mon métier. Dit autrement, je suis ton pote sympa qui s'y connaît un peu et qui est assis sur le canapé à côté de toi pendant qu'on regarde le JT et je t'explique. Je te fais les sous-titres pour que tu percutes comment ça se trame tout ça. Voilà. Et j'anime notamment une émission qui s'appelle Backseat, qui est un talk show d'actualité politique en direct sur Twitch, en public, en studio, avec des chroniqueurs et des invités politiques, et qui a lieu tous les jeudis. Et nous sommes dans notre 5e saison, ça fait 5 ans bientôt. Ouais. Bravo. Alors, je vais passer parmi vous pour savoir qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Et votre sac est tombé. Et donc, je vais aller parmi vous et vous tendre le micro. Et bien, justement, vous. Bonjour, moi c'est Claire. Ce que je fais, c'est ça dans la vie, de manière générale. Moi, je gère un incubateur de start-up au sein de Rungis & Co, au marché de Rungis, donc sur les côtés food et logistique aussi. De nouvelles idées sur comment s'informer, bien s'informer, des réponses sur la fréquence aussi, pour pas avoir trop d'anxiété non plus. Et voilà, et juste une discussion de savoir comment les gens font, tout simplement. J'y vais, hein. Bonjour, moi c'est Marie, je suis photographe spécialisée plutôt dans le culinaire et le portrait. Et ce que j'attends de cette discussion, c'est un peu pareil, c'est de comprendre un peu mieux comment m'informer sans trop avoir d'informations, parce que ça, le problème, c'est qu'on a accès à beaucoup de choses. Et réussir aussi à avoir des points de vue divers pour vraiment comprendre tous les aspects de tous les sujets, quoi. Parce que ça, c'est un peu compliqué, je trouve aussi. Voilà.
Bonjour à tous, je m'appelle Virgile, je suis journaliste, j'en profite, je fais ma petite pub, mon compte c'est Virgile BCD, voilà, je me suis lancé en tant que journaliste indépendant il y a quelques mois et je suis venu pour voir comment les autres voulaient apprendre à s'informer. Voilà, parce que je filme l'événement, donc dans quelques jours il y aura sur ma chaîne YouTube un petit reportage sur le week-end. Voilà. Bonjour, moi c'est Jeanne, je travaille dans le domaine de la transition énergétique. Et je suis venue, j'attends en tout cas de la discussion, peut-être quelques pistes ou éléments de réponse sur comment lutter contre les bulles informationnelles, notamment sur les réseaux sociaux, parce que vous avez tous les deux mentionné que vous étiez sur les réseaux sociaux. Bonjour, moi c'est Marine, je suis professeure de français et de latin au collège. Et pour mon plaisir, j'ai aussi un compte Instagram où là je fais des recommandations littéraires et culturelles qui s'appelle La Promesse des Livres, si ça vous intéresse. Donc moi je suis là pour savoir aussi comment on s'informe bien et comment bien informer mes élèves, pour le coup, qui ont accès à un contenu divers et varié, des informations surtout. Voilà. Comment avoir du contenu de qualité et sourcé. Bonjour, moi je m'appelle Bintou et je suis en études de communication. Et en parallèle, avec des amis, on a créé un média récemment. Donc c'est pour ça que je suis venue ici pour apprendre à m'informer pour pouvoir parler avec des sources. Et voilà. C'est quoi donc TESQUOI. Et c'est quoi l'objectif de ton média? Donc, tu parles de quoi? En fait, c'est sur les enfants d'immigrés en France. Donc le fait de ne pas être à 100% français ici, dans notre pays d'origine, on est comme des Français, on n'est pas 100% comme enfants du pays. Donc on a tous eu un jour un problème d'identité, on se questionne sur qui on est. Donc ce média il sert un peu à réaffirmer notre identité aux enfants d'immigrés, à dire que on n'est pas forcément l'un ou l'autre, mais on est les deux. Bonjour, je m'appelle Ornella, je suis manager d'une équipe de support client et mes attentes c'est peut-être découvrir de nouvelles sources pour s'informer. Je m'appelle Claire aussi. Et moi je suis hyper intéressée par les sujets de citoyenneté et je regarde des vidéos de débunkage sur Paris, des choses très précises sur les pistes cyclables, le Grand Paris et je me suis beaucoup intéressée aux élections municipales récemment et j'aimerais avoir plus de billes et comment on fait pour partager des infos qui sont plus vraies quand on mémorise pas les chiffres et qu'on a une toute petite mémoire. Trop bien, il y a plein de pistes. On va en prendre une déjà hyper globale. Pour vous, comment vous traitez l'information quand elle vous arrive? J'ai dit que c'était large dès le début. Non mais traitement de l'information c'est pas évident. Moi je fais pas de traitement de l'information, je fais du commentaire et de l'analyse. C'est ça mon boulot, je suis commentateur politique, je suis politologue si on veut. Donc j'ai coutume de dire que je n'informe pas mes viewers. On découvre ensemble l'information. On est là, on est en live, on découvre l'Assemblée nationale qui est en train de débattre par exemple, et on prend l'information telle qu'elle nous vient et on l'analyse brute telle qu'elle nous vient. On fait un premier travail de décryptage, un premier travail de mise en contexte, un premier travail, mais ce n'est qu'un premier travail. Ce n'est que 6 ou 10 heures plus tard que les premiers articles tomberont sur le site du Monde ou de Libération ou du Figaro pour avoir une analyse de recoupement de sources, d'élargissement du commentaire par des journalistes qui ont fait ce travail-là. Donc c'est comme ça moi que je traite l'information. Moi je dirais que c'est un peu différent parce que je fais rarement de l'analyse à chaud. Et donc j'ai l'opportunité d'attendre que les sources tombent. Et moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup vérifier les sources et les multiplier. Je pense que le pluralisme c'est notre force. Je lis beaucoup de presse papier. Un peu de tout, du Libération, de l'Opinion, du Figaro. Et quand je me dis je vais analyser ce thème-là, par exemple, la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo sur Bardella et l'économie. J'ai essayé de voir un peu le panel le plus important possible de ce qui est sorti sur le sujet pour me rapprocher de ce qui était le plus éloquent et le plus vulgarisable possible. Et pour prendre juste un tout petit exemple, mais la semaine dernière, justement, mon équipe, j'ai une équipe de bénévoles, je reste un petit compte pour le moment, m'envoie un push, un tweet qui vient de sortir où le président du MEDEF aurait dit que Bardella avait un niveau d'économie d'un enfant de 3e. Et je vois ça passer et ils me disent ça pourrait bien que tu le mettes dans ta vidéo justement, vu que j'ai essayé de montrer qu'il y avait plusieurs sources, notamment Reuters, l'Opinion, qui avaient sorti des papiers sur la manière dont de plus en plus, que ce soit les personnalités des économistes ou des membres du CAC 40 étaient en train de déconstruire le mythe qu'il s'était forgé de quelqu'un qui s'y connaît en économie.
Et en fait, très vite, je me rends compte qu'en creusant un peu, c'est complètement bidon. En fait, c'est une infox qui est en train d'être reprise par tout le monde, mais qui ne s'est pas sourcée. Et donc, il y a vraiment l'idée d'être le plus fiable possible. Surtout que moi, mon compte s'appelle Alban Debunk. Donc, si tu débunkes pas avec quelque chose de sérieux derrière, c'est dommageable pour la crédibilité. Donc, moi, j'essaye de faire le plus de recherche possible. Et j'ai aussi conscience que je ne peux pas tout savoir. Et le réflexe que j'ai et qui m'a surprise au début par le fait que les gens me répondaient, c'est que, par exemple, j'ai sorti une vidéo sur la réforme constitutionnelle que veut mettre en place Marine Le Pen au Bardella. Et en fait, j'avais lu un livre qui s'appelle La Révolution nationale en 100 jours de Pierre-Yves Bocquet. Et pour être sûre et certaine que je n'étais pas à côté, en tout cas sur les aspects très techniques, souvent j'envoie des messages à des experts qui me permettent de vérifier que ce que je vais dire est le plus juste possible. Et ça, je le fais dans le domaine de l'énergie, je le fais dans plein de domaines différents. Et donc voilà, moi j'essaye de sourcer le plus possible. Alors oui, tu as une question, vas-y, carrément. Vous levez la main et je vous file le micro, voilà. Non, présente-toi du coup. Sinon, ça semblerait un peu bizarre. Eh bien, je suis le commun. Je suis le conjoint de la promesse des livres. Non, Tarek. Moi, je travaille pour un bureau d'études pluridisciplinaire qui travaille notamment pour la SNCF et qui rénove les gares en Île-de-France. Ma première question, c'était, vous avez deux approches qui sont un petit peu opposées mais complémentaires. J'ai l'impression, je ne vous connais pas au préalable, hein. J'ai l'impression que tu traites l'information à chaud dès qu'elle sort, et toi, tu prends un peu plus le temps pour réfléchir. Aujourd'hui, on vit dans un monde où l'information est à 1000 à l'heure. Je voulais savoir, est-ce que vous avez l'impression de réussir à toucher les gens et les gens gardent l'information? Parce que toi, tu traites l'information directement, donc c'est à chaud, les gens prennent ton information. Toi, tu prends un peu plus le temps. Peut-être que les gens, du coup, sont déjà passés à une autre information, à d'autres choses. Comment vous voyez ça et comment vous avez l'impression de réussir à informer les gens dans le temps que ça les prenne et que ce soit pas juste une vidéo ou un papier qu'ils lisent et que 5 minutes après, ils soient sur autre chose? C'est peut-être pas valable pour toutes les informations. Moi, je suis spécialisé dans l'actualité politique. Et l'actualité politique, elle se focalise dans les institutions politiques, le gouvernement, le Parlement, pour faire simple, l'Élysée évidemment, et le jeu politique, c'est-à-dire les partis politiques, les primaires, les élections. C'est en fait assez réduit en fait comme espace. Moi je traite pas d'informations d'actualité policière, judiciaire, enfin si je peux en traiter au moment où ça se présente. Évidemment la condamnation de Nicolas Sarkozy est une information politique, celle de Marine Le Pen encore plus. Mais je sais pas trop comment te dire ce que. En fait, je pense que précisément parce que l'information va à 1000 à l'heure, il y a un besoin et une envie d'information mieux digérée, y compris quand elle va à 1000 à l'heure. C'est plus agréable de découvrir avec moi une information en live plutôt que de la découvrir seule. Pourquoi ? Parce que moi, je vais jouer le rôle de filtre où je vais pouvoir temporiser, contextualiser, expliquer et déjà prédigérer l'information. Mais c'est sûr que ça ne peut pas se suffire à soi. Et l'information est un domaine pluridisciplinaire dans lequel d'autres journalistes doivent intervenir eux aussi à tête plus reposée pour faire de l'analyse, de long cours, pour faire du documentaire, pour faire de l'enquête, etc. Chose que moi je ne sais pas faire et je ne ferai jamais. Je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit là. Je dirais que dans mes formats vidéo, il y en a, je le sais déjà en ayant ma petite réunion éditoriale le vendredi, qu'il y aura des intemporels et il y aura des ponctuels. Ça se réagira à une phrase qui a été dite sur un plateau au hasard, c'est News, et je réagis et je décrypte. J'essaye de plus juste possible pour démêler le vrai du faux. Et puis il y en aura, comme celle que j'ai citée tout à l'heure sur la Constitution, où le projet, il l'a sorti. C'est une proposition de loi qui date de 2024. Bien ça, elle pourrait être réutilisable. Mais j'ai bien conscience qu'une information en chasse une autre et qu'il est possible que dans quelques mois, il va falloir que j'en parle à nouveau, si c'est un sujet intemporel. Après, ce que disait Jean et que je trouve aussi très important, c'est le fait qu'il y ait énormément de possibilités d'information, parce qu'on a, même parfois on parle d'infobésité, parce qu'on a de plus en plus de médias qui se sont créés, fait que parfois on peut se sentir un petit peu perdu, on ne sait plus quoi penser, on ne sait plus vers qui aller. Mais en même temps, ça peut aussi être une chance, notamment par le format. Pour moi, je pense qu'il faut extrêmement diversifier les formats. Moi, je fais des formats très courts. J'en fais des formats très longs, trop longs parfois. Non, je rigole.
Et moi, je trouve que non seulement il faut diversifier les sources, mais il faut aussi diversifier les formats. Et comme l'a très bien dit Jean, il ne fait pas des enquêtes au long cours, il réagit, il commente de l'actualité. Par exemple, moi j'adore aussi les plateaux où il y a beaucoup de gens qui débattent. Bon, Backseat, il y en a également, mais moi je suis une grande fan. Tous les dimanches soirs, je regarde C'est politique et ça me fait du bien de voir des gens qui ne sont pas d'accord, qui discutent ensemble. Après, il y a aussi des documentaires qui sont excellents. Moi, hier, parce que j'ai passé un samedi vraiment incroyable, j'ai regardé un documentaire sur Mélanie. Pareil, c'est une enquête à long cours. Donc voilà, je pense qu'il faut réussir à piocher un peu partout, des formats courts, des formats plus denses, des formats papier, des formats documentaires. Et je pense que c'est aussi ce qui permet de toucher du doigt justement toute la complexité de l'information. Je regarde si tu veux dire... Non, tu veux dire quelque chose. Si tu peux. Hein. Ah, vas-y. Oui. Du coup, je rebondis sur le fait de varier les formats, le fait aussi d'avoir cette conscience que l'information, on a l'impression que maintenant il y a une immédiateté à chaque fois et que dans 6 mois on l'a oublié peut-être parce qu'on est inondé en permanence d'informations sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui on se noie un peu dans cette information ? Et si oui, comment on fait dans notre quotidien pour lutter à la fois contre cette vague d'informations énormes, contre les fake news par lesquelles nous-mêmes on peut parfois, moi je me suis même surprise d'être victime de l'IA et des trucs qui sont franchement hyper bien faits. Quels sont vos conseils pour être sûr d'avoir une information qui soit fiable, qu'elle soit d'ailleurs politisée ou non, hein, mais... En fait, c'est dur de te répondre parce que mon métier consiste à bouffer de l'information en continu. Et ça va bientôt faire 20 ans que je fais ça tous les jours. Donc en fait, je suis vraiment pas un modèle de réduction de l'infobésité. Je pense que le mieux, c'est de s'en tenir à des médias de référence et à des médias indépendants. Parce que des articles bien écrits, bien digérés, qui tombent en fin de journée de la part de Libé, du Figaro, du Monde, c'est déjà une très bonne base pour s'informer vite fait sur ce qui s'est passé dans la journée. Et ensuite, pour creuser, aller chercher du côté des médias indépendants qui vont apporter des angles, des méthodologies d'enquête et des sources un peu différentes qui peuvent aussi faire du bien à l'esprit. Donc pour moi, c'est une bonne idée. Je veux pas avoir un discours hostile envers la télévision, comme si la télévision c'était tout mauvais, tout est acheté, etc. Je pense qu'il y a des très bonnes émissions à la télévision, surtout sur l'audiovisuel public, il y a un vrai savoir-faire, même si des chaînes privées peuvent aussi faire du très bon boulot. Et voilà, quant aux réseaux sociaux, oui, malheureusement, les réseaux sociaux de flux, qui sont les réseaux sociaux qu'on va retrouver principalement Twitter. Bon, déjà, il faut quitter Twitter, mais ça fait 1 an qu'on le sait. Et sur les réseaux sociaux de flux, là aussi, que ce soit TikTok et Instagram, moi j'en sais rien, c'est une question d'algorithme. Moi sur TikTok et Instagram, je m'informe pas. Je suis juste là pour me marrer. Et ça marche bien. Donc, je sais pas, t'as des techniques toi ? Non, je suis d'accord avec ça. Ouais, t'as une question ? Peut-être juste rajouter que une des difficultés, et je sais plus qui l'a rappelé, je crois que c'était toi d'ailleurs, tu as posé une question, quand tu t'es présenté, tu parlais de la difficulté d'être dans une bulle, parce qu'aujourd'hui on sait très bien que quand on est sur les réseaux sociaux, qu'on soit de gauche, du centre ou de droite, on est amené à avoir des gens qui sont d'accord avec nous, où on a l'impression que vraiment on vit dans un monde parallèle où tout le monde est de gauche, tout le monde est du centre, tout le monde est de droite. Et je pense qu'une des difficultés aujourd'hui, c'est de réussir à penser contre soi-même et à aller piocher d'autres informations, d'autres médias. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, et je citais tout à l'heure, des médias ou des personnes sur les réseaux sociaux qui arrivent à faire du débat. Et donc, je pense à Backseat, C'est politique, et à plein d'autres plateformes qui le permettent. Mais ça me semble vraiment extrêmement important. Et après, je suis totalement d'accord avec ce que disaient Jean sur les médias de référence. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas 3 heures à perdre dans sa journée pour se dire il faut que j'aille sourcer le boulot que nous, on essaye de faire le plus possible, notamment quand on ne réagit pas à chaud. Et donc, réussir à trouver ces médias qui permettent au quotidien d'avoir, quand on sort du boulot, une information neutre. Et après, possiblement, d'approfondir en allant écouter Backseat. Après, c'est une question de goût personnel aussi sur le pluralisme des médias. Je sais que je suis un peu un alien, mais moi, je préfère écouter des interviews de gens que je n'aime pas du tout.
Je préfère pourquoi ? Parce que j'ai une vraie interrogation sincère. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Enfin, faut qu'il m'explique son point de vue tellement moi, à titre personnel, je le trouve à chier. Mais j'ai besoin de le comprendre. Et c'est vrai que je me rends compte que je passe plus de temps à écouter des interviews au long cours d'hommes politiques que je n'aime pas, à lire des éditoriaux d'Yves Théard sur Le Figaro. J'ai envie de jeter le journal contre le mur à chaque fois. Mais parce que j'ai besoin de comprendre sa pensée, j'ai besoin de comprendre son argumentaire, parce qu'il m'est moins accessible que ceux des gens que j'aime bien, mais eux je les connais, ça va, non mais c'est bon, je les connais les arguments, c'est pas la peine d'y passer des heures. Mais c'est vraiment une question de goût personnel. Merci. Moi, je remarque que ce qui me manque surtout pour comprendre l'information, c'est tout ce qui s'est passé avant. Parce que dans nos cours d'histoire, on voit ce qui s'est vraiment passé avant, mais pas forcément il y a 10 ans ou il y a 5 ans. Est-ce que vous avez des recommandations de livres ou de podcasts pour nous aider à avoir ce fil rouge, à avoir ce précédent que nous, on n'a pas forcément au quotidien pour comprendre à la fois vous, ce que vous voyez, et pour peut-être mieux comprendre les argumentaires en direct. C'est dur ce que tu demandes, parce que si tu regardes bien, effectivement, il y a un trou dans la production intellectuelle sur l'histoire contemporaine qui vient de nous arriver. Il n'y a pas beaucoup, il y a quelques livres qui ont été publiés sur le quinquennat Nicolas Sarkozy, qui est un quinquennat fondateur dans l'histoire de la droite française et dans l'histoire de la France dans laquelle on vit. Mais il n'y a pas grand-chose qui est fait pour revenir dessus. Moi, je rêve de vidéos YouTube au long cours de storytellers qui nous racontent le quinquennat Sarkozy et toutes les ruptures de phase qu'il y a eu au cours de ce quinquennat. Le quinquennat Hollande, c'est à peu près pareil. Il a été très peu digéré. Ses opposants ont beaucoup écrit dessus, mais on n'a pas beaucoup d'éléments pour revivre ce moment-là. Quant aux années Chirac, là, on voit De Villepin ressortir des cendres. C'est peut-être lui qui va nous en parler le mieux, mais je suis d'accord avec toi pour dire qu'il nous manque des éléments d'histoire contemporaine. À l'exception d'événements très marquants comme le 11 septembre 2001, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été écrites, beaucoup de documentaires ont été faits, la guerre en Irak évidemment, enfin voilà, des grands événements internationaux, on a pu avoir des journalistes qui ont fait ce travail-là. Non, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit, peut-être sur mon sujet, c'est-à-dire l'extrême droite. Très bon face à l'histoire sur l'évolution de l'extrême droite. Ça dure 10 heures, donc il faut un bon trajet de voiture ou en train. Mais je trouve que ça permet de remettre pas mal de contexte. Et après, je pense qu'il faudrait prendre thématique par thématique, mais la réponse de Jean, je pense, était plus complète. Merci. Il y a un très bon livre, c'est Le Journal d'un prisonnier. Blague à part, il est très marrant à lire. Voilà, mais vous faites pas de mal, vous forcez pas à le faire. Et du coup, non, je voulais te répondre directement. Ça rejoint un peu le mécanisme de l'information et aussi le quinquennat Sarkozy. Il y a un livre de Jean-Baptiste Rivoire qui est journaliste chez Off Investigation. Enfin, c'est son média, je sais pas si tu connais. Et il a écrit un livre, alors ça a quelques années maintenant, mais ça revient sur tous les mécanismes et sur comment les quinquennats Sarkozy et Hollande ont peu à peu détruit et affaibli les mécanismes d'information en France. Et ça s'appelle De mémoire l'Élysée contre tape Jean-Baptiste Rivoire livre et tu vas le trouver. Ouais. L'Élysée contre l'info, un truc comme ça, dans ce type-là, quoi. Voilà. Comment on fait aussi pour, il y avait tout à l'heure on parlait d'anxiété, comment on fait pour avec le flot d'infos être pas anxieux? Non, faut pas nous demander. Hein. Je pense qu'on est des très très mauvais exemples de lutte contre l'anxiété informationnelle. Hein. On fait pas, on souffre, on prend des anxiolytiques. Des Xanax. Je regarde encore s'il y a des questions. Je reviens, sans blaguer, sur ce que je disais en disant que, je sais pas pour toi Alban, mais moi je ne suis pas un modèle de bonne consommation de l'information, clairement. Et encore une fois, c'est mon métier. Genre vraiment, j'ai ma journée pour faire ça. Je me rends bien compte qu'une personne qui bosse, qui part le matin, qui a des enfants, qui rentre le soir, qui a grosso merdo une demi-heure à claquer dans sa journée pour s'informer, il ne faut pas qu'elle prenne exemple sur moi. Je suis désolé. D'ailleurs, je ne saurais pas très bien quoi lui recommander. J'ai une toute petite recommandation, c'est que moi, j'ai coupé Instagram et TikTok à 18h à je sais plus, 7h du matin, et ça a changé ma vie. Je fais beaucoup plus de choses maintenant. Je lis beaucoup plus. Voilà, c'est tout. Mais sinon, très mauvais exemple également, puisque je consomme énormément de contenu pour être... je pense le plus juste possible. T'as une question? Ouais, vas-y. Mais c'est juste, vu que vous êtes tout le temps dans l'information, est-ce que vous n'avez pas remarqué que, je sais pas si vous vous dites, ok, mais là, si j'avais pas regardé l'information pendant une semaine, en fait, j'en serais au même point de compréhension. Vous êtes jamais dit ça, non?
C'est-à-dire que l'avantage que ça m'apporte de suivre la formation à ce niveau-là, c'est que je rentre dans la granularité de l'information, de la moindre réaction, du moindre machin. Moi, si tu me coupes l'information pendant une semaine, je suis perdu. C'est terrible, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, ça en dit peut-être long sur la vacuité de notre système politique, de la réaction à la réaction, de la dernière sortie de bouquin, de la matinale, de Patrick Cohen qui a fait son billet ce matin, etc. Enfin, voilà, je suis drogué à ça et j'en ai besoin. Si tu me le coupes pendant une semaine, c'est compliqué. Je le fais quand même en vacances, hein. Mais je pars toujours en vacances au moment où il y a le moins d'infos. Je prends les mêmes vacances que les journalistes, c'est pas compliqué. Je trouve ta réponse, elle est assez drôle parce que finalement, ce qu'on se dit, c'est que tu as l'impression que si tu suis pas l'information pendant une semaine, tu as vraiment l'impression de perdre des informations essentielles. D'accord. Moi, c'est vrai que je réagis un petit peu comme toi. Des fois, moi, j'ai pas de réseaux sociaux, donc je regarde très peu la télé. Si je m'informe pas pendant une semaine, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'informations essentielles que j'ai vraiment loupées, quoi. Il y a la granulométrie. Tu connaîtras pas tout ce qui s'est passé dans la semaine, mais j'aurais pas l'impression d'avoir vraiment raté une information essentielle. Rien n'est essentiel dans le bruit politique. La seule information essentielle cette semaine, c'est la réouverture du détroit d'Ormuz. C'est la seule chose qui va potentiellement déterminer l'avenir des 10 et 15 prochaines années de l'ensemble du monde. C'est là que ça se passe. Les histoires de primaires à droite et à gauche, ce n'est pas essentiel. C'est de la vie démocratique. Alors c'est important la démocratie, mais c'est le bruit de la vie démocratique, de son ronflement, de son fonctionnement habituel avec ses petites guéguerres intestines, etc. Mais moi, mon métier consiste la plupart du temps à parler de ces petites guerres intestines. Okay, je comprends. C'est sur le même sujet, sinon moi je voulais aborder un autre thème, c'est pour ça. J'avais une question, c'était sur la manière de traiter l'information par l'extrême droite. J'ai l'impression qu'ils ont réussi à s'approprier les codes, justement à utiliser certains canaux, TikTok, Twitter, enfin certains canaux d'information qui leur permettent d'accéder à un autre public ou qui leur permettent de noyer l'information. Je voulais savoir si tu avais des recommandations pour les médias indépendants, pour la gauche, pour un autre bord politique, de comment réussir à soit se réapproprier l'information, soit réussir à communiquer davantage ou à réussir justement à contrer ce flot d'informations incessant qui est inintéressant et pas fondé en fait. Pas fondé selon moi en tout cas. J'ai finalement l'impression que ça recoupe pas mal des choses qu'on a pu dire par le passé sur le fait qu'il fallait, qu'on a pu dire en début de conversation sur le diversifier les sources, essayer d'avoir des médias de référence. C'est sûr que l'extrême droite a essayé de se normaliser, notamment par les canaux qu'ils utilisent. On a pu voir notamment avec l'utilisation de Jordan Bardella de TikTok. Enfin, ça fait des ravages. Des jeunes sont aujourd'hui en capacité de dire « moi je veux voter pour lui parce qu'il est cool » sans savoir ce qu'il y a derrière. Et donc ça demande encore plus d'attention et de difficulté et de travail pour montrer que derrière, c'est beaucoup plus complexe qu'il ne le dit. Moi, j'essaye aussi d'avoir une page où... en fait, j'ai commencé ma chaîne en me disant je vois beaucoup d'influenceurs qui utilisent un peu de l'argumentaire ad hitlerium. Il ne faut pas qu'on vote pour le Rassemblement national. Ad hitlerium, ça veut dire qu'on renvoie Hitler. On ne va pas voter pour eux parce que c'est des anciens nazis ou alors parce que le Front National a été fondé par des Waffen-SS. En fait, moi, je considère qu'aujourd'hui, malheureusement, ces arguments ne fonctionnent plus ou très peu et qu'il faut aller cranter dans tous les autres sujets, qu'il faut aller justement démonter leur stratégie de communication, qu'il faut aller démonter ce qu'ils peuvent dire sur le pouvoir d'achat, sur l'énergie, sur les relations internationales. Et donc, ça demande un travail de longue haleine. Et malheureusement, face à moi qui vais essayer de décrypter pendant des heures un sujet, il y a Bardella qui fait 2 TikTok où il mange des bonbons et on repart à la case zéro. Mais pour autant, je pense qu'il faut continuer à le faire. Et puis, je suis loin d'être toute seule et loin de moi l'idée de penser que je suis en capacité de toute manière de renverser juste ce que les gens pensent avec mon seul format. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre le temps aussi d'aborder tous ces sujets-là. Par exemple, sur le pouvoir d'achat, qui est un sujet phare chez eux. Et ils ont beaucoup d'électeurs qui viennent des classes populaires. Et pour autant, rien dans leur programme, et absolument rien, n'est fléché vers les classes populaires. Et ça, je pense que c'est important aussi de le dire et pas uniquement de rappeler leur passé. Je suis pro-vélo. C'est un autre rapport. Hein. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Paris. Non. Je regardais pas mal d'argumentaires de personnes qui disent que le vélo dans la ville, ça fonctionne pas. Et parfois, les chiffres sont débunkés dans des vidéos hyper longues et un peu techniques. Les fausses informations, elles prennent quelques secondes pour être dites et ensuite elles sont propagées. Alors que quand on
essayer de prouver que les chiffres sont pas les bons, ça prend beaucoup plus de temps. Est-ce qu'on est condamné à ce que ça fonctionne toujours de cette manière ? J'ai pas compris ta question, excuse-moi. Ma question, c'est sur le fait que les fausses informations vont être beaucoup plus rapides à pénétrer dans les esprits que des arguments beaucoup plus longs sur d'autres sujets. Oui, parce que l'une des caractéristiques des fake news, en tout cas des fake news qui fonctionnent le mieux, c'est qu'elles rencontrent un public. Si tu apportes une fausse information sur un truc dont tout le monde se fout, elle va pas très bien marcher ta fake news. Par contre, si tu apportes une fausse information qui va venir toucher un point sensible, qui va venir exciter un débat, etc., là, ça va pouvoir s'emballer. Et donc, malheureusement, la fake news est probablement plus le symptôme de nos divisions que quelque chose qui vient les provoquer. C'est quelque chose qui vient, je pense, les amplifier. Et typiquement, le vélo, c'est un éternel débat des mobilités dans les villes. Et ce débat, il est éternel. Et quand je dis qu'il est éternel, ça fait des milliers d'années qu'on a des problèmes de mobilité dans des villes comme Paris. Parce que Paris est une ville embouteillée, c'est comme ça. Ça a toujours été. Lutèce était embouteillée. Bon, et ça s'engueule, ça discute, ça débat pour savoir ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut faire. Et donc voilà, et ça continuera encore pendant très très longtemps, je pense. Mais du coup, pour aller dans... Est-ce qu'on est toujours cantonné à toujours avoir des fake news et du coup toujours à les débunker parce que c'est toujours long ? Oui, on aura toujours des fake news parce qu'elles font partie du phénomène médiatique. Par contre, on peut se battre contre elles grâce à un vrai travail de débunkage comme fait Alban, et grâce aussi à une offre de médias de qualité abordable et disponible. Et ça nécessite de travailler sur les modèles économiques des médias, y compris des médias indépendants. Vous savez que les médias indépendants, une de leurs caractéristiques, c'est qu'ils sont fragiles économiquement, que c'est dur de faire du gratuit, que c'est même quasiment impossible, que même les grands médias dominants, vous le savez, sont très fragiles. Et c'est pour ça qu'ils sont à la merci de rachats par des géants de l'argent, des forces de l'argent, qui jouent de l'influence. Et ça n'a pas commencé avec Bolloré d'ailleurs, c'est plus ancien que ça. Donc il faut travailler une information de qualité accessible, il faut travailler à une éducation aux médias de qualité qui permet à chacun de comprendre et de connaître la qualité d'une information. Il y a un gros travail à mener du côté de l'éducation nationale et je sais qu'ils le font. Il faut rendre hommage aux profs, notamment les profs d'histoire géo qui se battent pour faire de l'information aux médias. Les profs de littérature aussi le font beaucoup, d'autres enseignants le font. Il faut continuer à faire de l'éducation aux médias pour faire monter le niveau d'exigence moyen de la société vis-à-vis de la qualité de son information et apprendre collectivement à se méfier des trucs vulgairement faits par de l'IA qu'on croise sur TikTok. Et ça s'apprend, c'est inné pour personne. Je rebondis un petit peu là-dessus et du coup moi je pense à mes élèves. Mes élèves s'informent quasi exclusivement par Hugo Décrypte. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes dans le système? Parce qu'en fait, au début, on sentait bien qu'il faisait de manière volontaire, bénévole, et maintenant que c'est devenu quand même presque une entreprise, qu'en penser, que faire Moi, je le connais bien, Hugo. On s'est lancé ensemble il y a 11 ans maintenant. Je sais pas quoi vous dire. Hugo fait un travail de qualité. Il fait un travail journalistique. C'est pas la panacée de l'ensemble du journalisme. Ça tombe bien, il n'en a pas la prétention. Mais sur de l'information du quotidien, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il travaille avec des journalistes, il embauche des journalistes, ils bossent, ils font un travail de recoupement de leurs sources, ils font gaffe à ce qu'ils publient, ils font pas n'importe quoi avec l'information, ils font pas de sensationnalisme, pas beaucoup. À choisir, je préfère que quelqu'un me dise je m'informe avec Hugo Décrypte plutôt que je m'informe avec je sais pas qui sur TikTok, un inconnu qui me raconte des trucs, je sais pas. Ouais, t'en penses quoi ? Totalement d'accord avec ça. Est-ce que je peux rebondir je pense qu'il connaît assez bien Hugo en plus pour pouvoir dire la qualité de son travail. Non, je vais répondre plus sur les fake news et pas tellement sur le vélo parce que je connais pas trop ce sujet. Ouais, je suis vraiment désolée. Mais on pourra après, si tu veux, on continue la discussion sur le vélo. Non, juste sur les fake news, je pense qu'il faut aussi se dire que ça sera de pire en pire. L'élection 2027, on voit déjà un RN très très haut, 37-40%, on n'a jamais vu ça. Et au-delà même de... Désolée, je raccroche toujours au Rassemblement National. Toi, tu as le vélo, moi j'ai le RN. C'est chacun sa passion. Et on voit qu'au-delà du parti, il y a une grosse machine derrière, ce qu'on appelle l'international réactionnaire. Et ils sont très souvent ensemble, des Steve Bannon, des Mélanie, des Orban. Et toutes ces petites personnes-là ont une stratégie sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que Steve Bannon avait dit, c'est envoyez-leur tout le temps de la merde. Parce qu'ils veulent saturer les réseaux informationnels. Il le dit en anglais et ça m'échappe. Mais
throw them shit. Ouais, la traduction littérale me semble assez cohérente. Et c'est exactement ce que fait Trump. C'est une outrance en chasse une autre. Et je pense que c'est très très important d'avoir justement des médias indépendants, abordables, de confiance, qui permettent de déconstruire ça, parce que ce n'est que le début. Et pour l'instant, c'est émietter un petit peu des informations, mais c'est une vraie stratégie internationale qui, je veux dire, il y a des partis qui ne sont pas coordonnés au niveau international. L'extrême droite l'est. Et elle a derrière une vraie stratégie pour inonder les réseaux sociaux. Jean, tu veux dire quelque chose? Je te vois dodeliner, donc c'est-à-dire que tu as des trucs à dire. La gauche a une longue histoire d'internationalisme et d'organisation, mais c'est pas ça qui va lui permettre de gagner. Parce que l'extrême droite, elle a du pognon aussi. C'est aussi ça la différence. Par rapport à ce que tu disais, je me posais la question, est-ce que c'est ça qui fait que, par exemple, moi, mes parents lisent plutôt le Figaro, moi j'ai des infos qui viennent plutôt de médias indépendants, et parfois, sur des chiffres, même pas sur des opinions, on n'a pas les mêmes informations. Est-ce que ça vient de fake news? Est-ce que ça vient juste d'interprétation, parce que c'est des bords politiques qui sont un peu différents? Malgré tout, dans le journalisme, il y a de l'influence, j'imagine. Voilà, d'où ça peut venir, ça, je me Est-ce que tu as un exemple? T'as un exemple, toi? Parce qu'on a, je sais pas si ça se voit, mais on a les mêmes parents. Ça arrive souvent, mais ouais, j'ai pas d'exemple précis, mais... Peut-être sur le sujet des violences policières, en l'occurrence, merci de me tuer un micro. Je me souviens vaguement qu'on n'ait pas eu les mêmes, le même scénario, les mêmes témoignages, et du coup, à la fin, la conclusion n'était pas la même, et même pas le même point de vue de par où c'est passé et qu'est-ce qui s'est vraiment réellement passé. Et c'est vrai que ça nous arrive très souvent d'avoir des discussions où on a l'impression qu'on n'a pas eu les mêmes informations sur un même sujet, quoi. Parfois, c'est des problèmes de grille de lecture aussi. Parce que la gauche et la droite n'ont pas les mêmes grilles de lecture. La gauche, avec son matérialisme, va plutôt regarder du côté des injustices sociales et de leurs effets sur la société et des phénomènes que ça engendre. La droite a un rapport beaucoup plus individualiste aux choses. Sur la question de l'immigration et de l'insécurité, par exemple, la droite adore citer le nombre d'immigrés en prison comme un exemple, selon eux, qui a une forme de causalité du fait que les immigrés posent des problèmes, etc. Ce à quoi la gauche répondra, oui, mais ils sont en prison parce qu'ils sont pauvres, pas parce qu'ils sont immigrés. Parce que la gauche est matérialiste et qu'elle regarde matériellement les conditions d'existence. C'est un peu basique, mais c'est aussi le cœur du débat politique, c'est que les lunettes ne sont pas les mêmes. Là où tu peux avoir des problèmes graves, c'est si on commence à avoir des disputes sur des chiffres clés qui rendent impossible le dialogue. Genre le taux de chômage, par exemple. Taux de chômage, on ne doit pas discuter du taux de chômage. Taux de chômage, on doit le constater, puis s'engueuler sur ses causes, sur les solutions. Ça, c'est ça le débat politique. Mais le chiffre du taux de chômage, c'est l'INSEE, c'est comme ça, c'est pas autrement. Je me rends pas compte si en France on est mieux préservé que dans d'autres pays sur ces engueulades, sur des faits établis. On est forcé de comparer avec les États-Unis parce qu'ils sont dirigés par une bande de dégénérés qui remettent en cause le changement climatique, qui remettent en cause les causes du changement climatique, qui remettent en cause la vaccination et ses effets, et même Robert Kennedy Jr. qui remet en cause les mathématiques. Je veux dire, on en est là, on en est à ce niveau-là de débat dans la classe politique américaine. Je sais pas si on est préservé, nous en France, je me rends pas compte. Je dois avoir trop le nez dedans pour savoir. Ouais. Je sais pas si ça prolonge un peu votre interrogation, mais je constate souvent que le JT de TF1 fait des sujets pro-police dans les jours et dans les semaines qui suivent une violence policière. Oui, mais ça peut expliquer qu'elles, quand leurs parents lisent le Figaro, et qu'elles non, elles aient une perception différente. Et que par exemple, quand on va aller sur des chiffres. Chez l'UMA, oui, non, c'est pas sur des chiffres, mais ça rejoint un peu la perception de l'info qui peut être différente. Et si tu lis l'UMA par exemple, ou je sais pas quel autre média indépendant, là tu vas avoir la perception plutôt du côté des gens racisés qui vivent ces violences policières. Je pense que ça peut venir aussi des angles et... Ça vient évidemment des angles, et c'est vrai que certains médias, quand tu vas suivre une journée de manifestation, par exemple, journée de manif dans Paris, à la fin du JT, tu peux soit te dire putain les pauvres flics ils ont passé une sale journée, soit putain les pauvres manifestants ils ont passé une sale journée. Bon bah ça dépend énormément de l'angle, ça dépend de à qui on a tendu le micro, ça dépend de ce qu'on a filmé, ça dépend de ce qu'on a montré, ça dépend de ce qu'on a expliqué. Et oui, il y a toujours eu des médias qui sont du côté du bleu, qui sont du côté du gyrophare, qui aiment bien ça les gyrophares. Bah, c'est leur manière de traiter l'information. C'est assez pénible quand tu vois que de l'autre côté ils donnent jamais la parole aux manifestants, etc. et aux blessés de la police. Peut-être juste ajouter que c'est justement ce qui est inquiétant. C'est le fait que quand on discute avec des gens, on a l'impression parfois qu'on vit des réalités parallèles. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur le fait de penser contre soi et d'essayer d'aller
avoir des sources très diverses. Et juste une petite anecdote, moi je suis partie aux États-Unis pour couvrir, encore une fois j'ai une petite chaîne, mais pendant 2 semaines pour voir l'élection Trump-Kamala. Et cette polarisation, elle est, je ne vais pas réinventer la roue, tout le monde le sait, exacerbée. Et donc il y avait des scènes dans les files d'attente où les gens, sur les chiffres, vraiment sur le même regarder le ciel, et on a l'impression qu'ils ne trouveraient pas de la même couleur. Et donc on n'en est pas encore là. Et je pense qu'il faut qu'on se dise qu'on a encore un petit peu de chance, qu'on tend vers ça malheureusement avec des personnes comme Bolloré qui rachètent énormément de médias, qui veulent mener une guerre culturelle de manière très forte, très prégnante, et qu'il faut que, à mes yeux, notre différence aussi soit que de notre côté, non pas comme de la sphère Bolloré qui essaye de lisser, d'avoir un discours commun, c'est de réussir à vraiment penser contre soi et aller chercher les infos un petit peu partout et vraiment baquer le plus possible nos sources. Bah écoute, merci pour cette réponse, que ma question va directement la prolonger. Ça va être une question peut-être un peu clivante, mais aujourd'hui, c'est quoi votre position sur la liberté d'expression ? Je précise un petit peu, la liberté d'expression, c'est à la fois avoir plein de médias indépendants, que chacun puisse exposer son point de vue. C'est aussi permettre à chacun, finalement, d'exposer son point de vue sur TikTok, sur tout un tas de raisons. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, finalement, de cette liberté d'expression qui est à double tranchant ? Alors moi, je suis pour la liberté d'expression, mais je suis contre le free speech. Le free speech, c'est l'école américaine. C'est une école du droit, en l'occurrence du droit à l'expression, qui fait de la liberté d'expression un individu absolu de l'individu, et qui doit lui permettre en tout cas d'exercer sa liberté en toutes circonstances de manière quasi illimitée. Et quand je dis quasi, en réalité, c'est de manière illimitée. C'est le droit américain qui fonctionne de cette manière-là, c'est constitutionnel aux États-Unis. En France, on a un droit à la liberté d'expression qui est constitutionnel, qui est compris dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, sauf que, en France, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est prévu que l'on puisse faire un usage abusif de sa liberté d'expression. En fait, on a mis une limite en disant la loi va devoir prévenir quelles sont les barrières qu'on ne peut pas franchir avec son expression. Et cette loi, elle a mis un siècle à arriver. Elle est arrivée le 29 juillet 1881 avec la fameuse grande loi de la Troisième République sur la liberté de la presse, qui n'est pas la liberté des journalistes, qui est la liberté de tous les citoyens et qui prévoit les conditions de la liberté d'expression. En l'occurrence, la liberté d'expression en France n'est pas une liberté absolue, mais c'est une liberté fondamentale. C'est une condition nécessaire à l'exercice de la démocratie. Et la liberté d'expression a des bornes, elle a des limites, notamment il y en a 2 grands ensembles, la protection de l'individu et la protection de l'ordre public. Protection de l'individu, vous n'avez pas le droit d'injurier, de diffamer quelqu'un par exemple. Protection de l'ordre public, vous n'avez pas le droit d'inciter à la haine raciale, d'inciter à la violence. Ce sont des choses qui sont interdites. Et moi je tiens à ce que la liberté d'expression fonctionne de cette manière-là, sous le contrôle du juge judiciaire. C'est à lui de condamner, si c'est nécessaire, des usages impropre de l'expression qui serait fait par des individus qui viendraient provoquer le système de la liberté d'expression en l'occurrence. Je regarde, c'est la question. Je reviens sur l'éducation aux médias. Comment justement on peut éduquer justement aux médias ? Alors moi j'ai fait partie des rares chanceux qui ont eu des cours d'éducation aux médias. Il y en a ici qui ont eu des cours d'éducation aux médias. Toi t'as eu, ouais. C'était une option, moi, au lycée, et c'était trop de la balle. C'est vraiment, on avait un prof avec qui on regardait le JT de 20h, de la veille au soir, et on faisait pause, et on décryptait, on discutait, on échangeait, et il nous faisait parler, il nous disait, mais là, qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Ça a été quoi l'angle du journaliste ? Qu'est-ce qu'il a montré comme témoignage ? Qu'est-ce qu'il n'a pas pu montrer ou pas voulu montrer ? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire mieux ? Et quelle a été la structure du JT ? Quels ont été les sujets en premier, les sujets en dernier, comment ça a été organisé. On a fait, en plus, je me souviens, on était en pleine guerre en Irak. Putain, je suis vieux. On était en pleine guerre en Irak et du coup, il y avait quand même des choses à dire sur la couverture d'un conflit international dans une zone du Moyen-Orient, etc. C'était hyper intéressant. On faisait pareil avec des journaux papier. On prenait Le Monde, Libé, Le Figaro, on regardait ce qu'ils avaient tous les 3 écrit sur le même sujet et on en parlait. Et c'est pour ça tout à l'heure que j'ai rendu hommage aux enseignants, parce que j'ai peut-être un souvenir personnel d'éducation aux médias, de profs qui ont pris le temps avec leurs élèves d'éduquer aux médias de manière un peu basique. Et moi, je pense que ça m'a beaucoup servi, quoi. Donc, ouais.
En effet, en ce moment, dans les programmes, c'est de plus en plus à l'ordre du jour. Mais le problème, c'est que nous, en fait, on n'est pas formés non plus. Que ce soit les profs d'histoire, géo, EMC, maintenant, qui est carrément une épreuve à part. Enfin, l'EMC est une épreuve à part au brevet, par exemple. Nous, en 4e, on a informé, déformé, s'informer au programme. Mais en fait, le problème, c'est que moi, j'ai pas les billes. Enfin, c'est un métier, quoi. C'est un métier en soi. Donc, on nous rajoute plein de choses. Et en fait, en réalité, et comme il faut faire des choix, il y a des coupes budgétaires. Donc, en fait, moi, c'est souvent un thème que je zappe. Que je fais à la fin de l'année parce que justement on a le temps et on n'est pas à la course aux notes, donc là on va débattre et eux ils adorent ça, mais le problème c'est que c'est dur en fait de faire ça. Il n'y a pas le temps, j'ai pas forcément les compétences non plus, je me sens pas légitime, enfin il y a plein de soucis aussi là-dessus. Il y a beaucoup d'enseignants aussi qui utilisent les médias comme support de leurs cours. Typiquement, c'est un classique, mais le prof d'histoire géo qui te fait lire des coupures de presse de l'époque pour raconter ce qui s'est passé. Genre le débarquement en Normandie, tu lis la coupure de presse qui a été publiée dans le Times, c'est tout. Bon. Mais tout ça pour dire que l'éducation aux médias, ça prend du temps, ça demande de la méthode et de la compétence, et c'est assez difficile. Ça demande aussi, je pense, du côté de nous, les producteurs de médias, ça implique les journalistes, mes collègues journalistes, de faire aussi de la pédagogie, d'expliquer ce qu'on fait. Moi, j'ai une émission qui s'appelle Backseat, par exemple, qui est une émission en plateau, en public. Ça fait 5 ans qu'on l'a fait et cette année on va publier pour la première fois un making of. En fait on va montrer les coulisses, on va raconter comment on prépare éditorialement une émission. Et je pense que ça fait partie de notre boulot, que déjà on le doit à notre public, à nous, parce que c'est notre public et on lui doit bien, mais je crois qu'on le doit aussi à tout le monde de montrer comment ça fonctionne. Et moi je trouve que les médias traditionnels devraient davantage laisser des caméras s'installer dans leur salle de rédaction, même dans les couloirs de la rédac, à la machine à café, montrer que les journalistes bossent, comment ils bossent. Ça démystifie énormément et ça rend service, je pense, à tout le monde. Ma question pour toi, c'est est-ce que Attends, je te coupe cours rapidement. Pardon. Il y a l'UMA aussi, où il y a les caméras pour les conférences de rédaction. L'UMA, on voit les conférences de rédaction une fois toutes les 2 semaines à peu près. Il y a aussi des associations qui vont dans les écoles comme Fake Off, et donc ne pas hésiter à les relayer et qui font un travail extraordinaire. J'ai juste une toute petite question pour Jean, est-ce que c'est ces cours sur les médias qui t'ont donné envie d'être journaliste? Alors je ne suis pas journaliste et je le serai probablement jamais. Est-ce que ça m'a donné envie? Je ne sais pas si ça m'a donné envie, mais moi j'ai toujours fonctionné autour des médias parce que quand j'étais au lycée, j'étais président de l'association des journaux lycéens de France. Donc j'ai toujours été du côté, j'ai donné des formations en droit de la presse et l'histoire du droit de la presse, etc. Donc je ne sais pas, j'ai toujours été proche du truc des médias. Mais oui, je pense que des cours d'éducation aux médias au collège et au lycée, ça peut soit donner des vocations pour devenir journaliste, soit ça peut tout simplement former des citoyens qui se serviront de ces connaissances et de ces compétences tout au long de leur vie. Tu as une question? Ouais. Est-ce que tu peux répéter le nom de l'asso, Alban, que tu as dit? C'est Fake Off. C'est bon? Fake Off, ok. Et Alban, pourquoi tu t'es dit je vais débunker l'extrême droite? Est-ce que tu as posé la question pour Jean, mais du coup pourquoi? Le retour de bâton. Oui. En fait, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que on l'a vu ces dernières années, il y a une grosse volonté de la part de l'extrême droite de se dédiaboliser, de montrer qu'ils se sont lissés, que finalement c'est pas l'extrême droite, c'est la droite. Et derrière ces stratégies-là, je pense qu'il faut aller dans le détail et qu'il faut parler de tous les sujets sur lesquels il y a des revirements, sur lesquels il y a du danger, et pour pouvoir toucher le plus de monde possible. Et moi, le fait que le Rassemblement national, que ce soit avec Bardella ou Marine Le Pen, puisse gagner l'élection 2027 me terrifie. Et j'avais envie de faire de mon engagement personnel un engagement citoyen sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et je suis contente que ça ait un petit peu de portée. Et je continuerai à me battre parce que c'est trop important pour moi. En plus, je sens qu'ils n'aiment pas que je fasse ça, donc ça me donne encore plus envie de continuer. J'embrasse par ailleurs le conseiller économique de Jordan Bardella qui me répond très souvent. Et donc voilà, c'est vraiment un engagement militant, citoyen, et c'est vraiment extrêmement important pour moi. Qu'est-ce que tu penses des gens qui trouvent que le debunk ça sert à rien, que c'est superflu et que c'est du temps perdu qu'on pourrait passer à faire de l'information? Plus jamais je te pose des questions. Moi
forcément, je vais pas renier mon contenu. Non, surtout, ne regardez pas ma chaîne. Non, moi, je suis en désaccord avec ça. Je peux comprendre l'argument, mais sur l'extrême droite, je trouve, par exemple, sur tout ce qui est éditorial, tous les bouquins qui sont sortis, il y en a énormément sur la dédiabolisation, mais très peu qui vont sur le fond du programme qu'ils proposent. Et moi, j'ai l'impression d'avoir un projet un peu différenciant en montrant thématique par thématique leur stratégie et comment essayer d'avoir justement. Enfin, je vois mon contenu comme une boîte à outils pour aller ensuite sur les marchés argumenter, ou alors avec leur oncle Rassemblement National ou leur cousin Germain qui voit une fois en soirée en disant attends, tu m'as dit quoi sur ce sujet-là? Je crois qu'en fait tu es complètement à l'ouest et il y a cet outil argumentaire qui est disponible pour toi. Et je pense qu'il nous manque quand même collectivement une manière d'aborder l'extrême droite qui aille plus loin, encore une fois, que le ad hitlerium qu'on m'a fait répéter tout à l'heure, mais qui va, sur chaque sujet, démonter leur argument et montrer le danger. Et moi, je trouve ça vraiment primordial, et sinon, je ne me battrais pas autant. Est-ce que tu penses, du coup, pour Alban spécifiquement, est-ce que tu penses, du coup, que tu n'as pas un auditoire qui tu prêches des convaincus, finalement, et que de l'autre côté, tu vas polariser ceux qui sont déjà acquis finalement à la cause du RN, et que le debunk du coup c'est et que donc j'augmente l'extrême droite. Non, je dis que tu vas peut-être radicaliser des gens qui sont pro-RN et qui vont avoir tendance à gober les fake news, et tu vas leur rappeler des faits et peut-être que ça va rien leur faire, et dans le même temps peut-être que ceux qui te suivent, et peut-être que tu le vois dans les commentaires que tu as, sont déjà en fait anti-RN. Est-ce que tu penses que ton travail peut vraiment faire opérer une bascule C'est une excellente question. Je pense qu'en l'état de ma chaîne, je prêche des convaincus pour une majorité. Je vais dire 70%, je me laisse la possibilité d'avoir 30%, je vais gratter un petit peu des personnes qui sont en désaccord. Encore une fois, moi, ce que je veux, c'est leur fournir une boîte à outils pour aller ensuite argumenter un petit peu partout en France, dans leur famille ou dans leurs cercles familiaux ou dans leurs cercles amicaux. Mais au-delà de ça, je pense qu'il peut y avoir en plus tellement un historique de posture victimaire de la part des cadres du Rassemblement National qu'on pourrait le penser, mais tout dépend du ton que tu as. Moi, par exemple, je n'insulte jamais personne. Je leur dis voilà ce qui a été dit et voilà ce qui est sourcé. Et je n'essaye pas de dire, d'ailleurs, quand je décrypte, ce ne sont pas des militants, ce sont les têtes pensantes du RN. Et j'essaye justement de ne pas créer ce ressentiment, ce côté victimaire, parce que là, je pense en effet qu'on peut braquer quelques personnes. Et j'essaye vraiment d'être dans cet entre-deux-là pour juste dire, vous pensez peut-être ça parce que vous l'avez entendu sur CNews, parce que vous l'avez entendu sur telle chaîne, ou parce que vous l'avez lu dans son interview fleuve dans Le Parisien. Et pour autant, voilà le chiffre qu'il a donné et le chiffre que donnent tous les autres instituts. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Et j'espère qu'un jour, je le disais depuis ma réponse, je pense que je prêche des convaincus, les gens qui se disent c'est confortable et je suis d'accord avec eux, et qui vont même pas forcément au bout de la vidéo, mais ils sont d'accord par principe. Mais je veux aller chercher les personnes qui sont en désaccord et qui peuvent aller voter RN. C'est vraiment ce qui est très important pour moi. Et c'est pour ça que j'essaye de mettre en place une stratégie pour plus tard aussi aller les chercher, eux, les électeurs, et pouvoir discuter avec eux. Donc là, c'est le début. Je suis en train de faire un petit teasing sur l'évolution de ma chaîne. Waouh! Mais donc c'est le premier format de décryptage que j'aurai toujours, et je pense aussi qu'il faut se confronter à ce qu'ils pensent, et en tout cas toujours en réfléchissant énormément au ton, et ne pas dire non mais moi je suis supérieur parce que j'ai une chaîne Instagram. Non, juste essayons de débattre factuellement, et je veux jamais qu'il y ait cette relation là entre nous. Moi, je voulais juste ajouter un petit point qui n'est pas du tout politique, mais parce qu'au début, en se présentant, je disais que je travaillais sur dans la transition énergétique. Et souvent, dans mon boulot, on a tendance à dire qu'on a beaucoup de gens qui arrivent avec un ressenti, qui arrivent avec des idées. Et je prends l'exemple de la voiture électrique, par exemple. Souvent, il y a des gens qui arrivent et qui nous disent que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas, etc. Et quand on leur donne des faits, généralement, ils arrivent à
enlever leurs idées reçues et à mieux comprendre. Et l'exemple, vraiment le pic, c'était au moment de la crise au Moyen-Orient, quand les prix du pétrole ont largement augmenté. Alors d'un coup, toutes les idées reçues sont tombées, que c'était anti-écologique, que ça fonctionnait pas, que ça prenait plus souvent feu. Il y a tout un tas d'idées reçues qui sont tombées, et en fait elles sont tombées parce qu'on a fait tomber l'argument numéro 1 qui était le coût, enfin qui était une question de coût derrière. Finalement, moi j'ai l'impression qu'il y a toute une partie des gens qu'on va réussir à toucher ou pas si on arrive à trouver l'argument sensible qui va permettre de débloquer. Évidemment que oui, dans la plupart des cas, les gens sont déjà convaincus, mais je pense que en fait, le débunkage, il est toujours utile. Enfin, surtout dans notre époque où les fake news, comme on dit, circulent beaucoup plus vite que les news tout court. Mais c'est simplement la réceptivité des gens, je pense qu'elle va vraiment dépendre de leur grille de lecture à eux, de leur capacité à comprendre. Voilà. Et sur les convaincus, c'est un truc aussi qu'il faut se dire, c'est que le public déjà convaincu qui nous regarde, c'est pas pour eux qu'on bosse. Moi, j'ai créé une chaîne qui parle de politique sur Internet. Bon, il y a un paquet de gens qui adorent la politique qui suivent ma chaîne. C'est très bien, je suis très content. Mais je me rappelle toujours que c'est pas pour eux que je bosse. C'est pas eux mon public cible. Mon public cible, c'est tous les silencieux au fond de la classe qui passent une tête parce qu'ils sont un peu curieux, mais en fait ils y connaissent rien à la politique. Et ça, c'est un truc qu'il faut garder en mémoire, parce que tu peux vite te faire enfermer dans des bulles. On parlait tout à l'heure de bulles, un truc on est que entre nous, on se parle entre nous, on se reconfirme entre nous qu'on a bien raison d'avoir raison, et en fait tu vas nulle part parce que tu bosses. Enfin bon, à quoi ça sert ce que tu fais? Il faut toujours garder en mémoire qu'il y a des gens qui regardent nos contenus, qui sont le vrai public pour qui on bosse, parce qu'ils sont largués, éloignés, ils connaissent pas, ils savaient pas, ils découvrent grâce à nous des trucs, des éléments, des informations. Enfin voilà, il faut. Il y a un côté très chrétien là-dedans, mais il faut que voilà, chaque converti, c'est une victoire. Ça sera la toute dernière. Vas-y. Du coup, j'ai un doute sur la question, mais du coup, c'est pas grave. Moi, pour bien s'informer, tu parlais de l'INSEE tout à l'heure sur les chiffres. Est-ce que vous avez des sources, vraiment des go-to sources, où vous êtes sûr qu'à cet endroit-là, si jamais il y a quelque chose où vous avez un doute sur la véracité des faits, vous dites si eux ils en parlent ou si c'est publié sur ces... Je pense par exemple aux associations qui souvent font un travail un peu de témoignage ou pour recenser un petit peu les violences, etc. Est-ce que pour les faits d'actualité, vous avez des ressources, des recommandés? Encore une fois, ça dépend de l'actualité dont on parle. Moi, en ce qui me concerne, c'est l'actualité politique et parlementaire. Donc je vais sur le site de l'Assemblée directement et je vais checker ce qu'il y a écrit dans le projet de loi. Je vais checker les amendements, je vais checker les dates, les nombres, les votes. Enfin, c'est le genre de truc que je vais vérifier, mais en général, c'est juste parce que j'ai un doute. En vrai, j'ai déjà vu l'information, mais je voulais juste la vérifier. Donc voilà, en l'occurrence, sachez-le, le site internet de l'Assemblée et le site internet du Sénat, les deux, sont très bien faits sur ce qui permet de suivre les lois dans leur marathon de commissions, de séances, de versions, etc. Ça s'appelle les dossiers législatifs et c'est hyper bien fait, ça permet de s'y retrouver pour tout le monde. Je sais que les députés s'en servent aussi, hein. Les députés, quand ils ont un doute, ils vont sur le site, ils checkent ça, donc n'hésitez pas, si un jour vous voyez, vous entendez parler d'un truc, d'une loi, d'une proposition de loi et tout, n'hésitez pas à aller vérifier un peu de quelle version on parle, à quelle date, etc. Tu as dit que c'est dossier législatif, c'est ça? Sur le site du Sénat et de l'Assemblée. Sur les débunkages, il y a Julien Pain qui fait un travail quand même de fond qui me semble de référence. Conspiracy Watch aussi. Voilà, il y a quelques sites avec des journalistes très sérieux derrière qui permettent, mais qui ne peuvent pas aborder tous les sujets. Donc malheureusement, j'aurais du mal à donner une réponse générique pour tous les sujets. Et ça dépend tellement. Après, il y a tellement d'experts aussi. J'aurais tendance, par thématique, à aller vers les experts les plus réputés également. Sinon, il y a Odoxa, Ipsos, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Les sondages. Merci, on peut les applaudir. Du coup, c'est pour résumer rapidement, pour comment apprendre à s'informer, sortir de sa bulle, aller voir des avis contraires, créer son média et soutenir les médias indépendants et s'informer et avoir du temps pour éduquer tout le monde aussi, si je vais aussi, et lutter aussi. Ouais. Donner plus de trucs aux profs. Merci. Jean, on peut te retrouver les jeudis sur Backseat et tous les jours sur Twitch.
et Alban Debunk sur Insta et TikTok et plein d'autres trucs. Ça c'est très bien. Ok. Eh bien, vous pouvez retrouver du coup le replay sur le Cozy Lab, c'est LECOSYLAB, sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube aussi, pareil, le Cozy Lab. Et Le Cozy Lab, c'est des discussions à écouter partout dans toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Rejoignez-nous aussi sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous